Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le feu vert de Bruxelles à Paris, la Commission européenne valide le budget de la France qui devra néanmoins poursuivre ses efforts en matière de réforme des retraites et de marché du travail. La fermeté de Jean-Marc Ayrault sur les rythmes scolaires. Malgré la vague de contestation des élus, enseignants et parents d'élèves cette semaine, le gouvernement n'entend rien lâcher. Appel à la mobilisation contre le racisme. Le PS tiendra un meeting le 27 à la Mutualité. Associations et syndicats organisent une grande marche le 30 novembre. L'ONU condamne la une de l'hebdomadaire Minute visant Christiane Taubira. Pas question de reculer sur la réforme des rythmes scolaires. Jean-Marc Ayrault est venu voler au secours de son ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, en déplacement à Cluny, en Saône-et-Loire. Le Premier ministre affiche sa fermeté, estimant que cette réforme doit être faite et se fera. Camilla Campuzano. Un retour détendu sur les chemins de l'école. On va voir le directeur de l'école. Cette école, c'est la bonne élève en matière de rythme scolaire. Ici, à Cluny, dans cette école Daniel Gouze Mitterrand, c'est la volonté politique, d'abord du maire de la commune, mais aussi de tous les enseignants, pour mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires qui a permis de montrer que ça pouvait marcher. Cette petite ville, un exemple mis en avant par Vincent Peillon et Jean-Marc Ayrault, une fierté pour l'école. Mais même ici, il reste des réticences. Ce qu'on attend aujourd'hui, ce n'est pas une réforme en termes de temps scolaire, de demi-journée en plus, en moins, ateliers mis en place ou pas. Ce qu'on veut, c'est une vraie réforme de l'école avec des enseignants qui soient du A à Z, qui soient plus présents, avec une vraie inventivité de l'école, pas juste une école, à savoir si la mairie met en place ou pas des ateliers. Un Français sur deux refuse les nouveaux rythmes scolaires. Contre vents et marées, Jean-Marc Ayrault persiste. Il le répète sur le terrain, au Sénat, à la radio. Cette réforme qui a pour seul but l'intérêt de l'enfant doit être faite et elle sera faite. L'opération Persuasion devra à nouveau affronter grève et manifestations dans les prochains jours. La France, un pays parfois en colère, mais qui avance. Déclaration de François Hollande qui s'exprimait aujourd'hui aux côtés du maire de Paris, Bertrand Delanoë, également président de l'association des maires francophones. On écoute le président de la République. La France, c'est un grand, beau pays. La France est un pays qui connaît comme d'autres des difficultés économiques, qui fait tout pour les surmonter. La France, c'est un pays qui ne se résigne jamais, qui peut parfois être dans le doute, dans l'inquiétude, et même dans la colère. Mais c'est un pays qui avance, c'est un pays qui lutte, et c'est un pays qui arrive à gagner les victoires. Nicolas Sarkozy de retour à l'Assemblée nationale. L'ancien président était l'invité d'honneur du déjeuner des amis de Jacques Chaban-Delmas. Pour connaître le détail de cette rencontre, notre site internet publicsénat.fr. Nicolas Sarkozy, dont la gestion du département des Hauts-de-Seine de 2004 à 2007 est épinglée aujourd'hui par la Chambre régionale des comptes qui a décidé l'ouverture d'une enquête. L'ONU condamne les attaques racistes visant Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Selon le Haut Commissariat des droits de l'homme, l'intention raciste de l'hebdomadaire Minute ne fait aucun doute. Et ce, je cite, malgré les protestations du magazine. Dans ce contexte, le Parti socialiste a annoncé la tenue le 27 novembre d'un meeting de défense de la République contre les extrémismes. Ce sera à la Mutualité à Paris. Une grande marche suivra le 30 novembre à l'appel des syndicats et des associations antiracistes. La Commission européenne a validé le budget de la France tout en lui demandant de continuer sur la voie des réformes. Pour Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, il s'agit d'une certification du sérieux et de la crédibilité de sa politique budgétaire. Les explications de Julie Hulin. C'est une première. La Commission européenne a donné ce matin son avis sur les projets de budget de 13 pays de la zone euro qui ne sont pas sous assistance financière. Et la France a hérité d'un oui, mais. Le projet de loi de finances 2014 est jugé globalement satisfaisant, conforme aux règles du pacte de stabilité et de croissance. Pas de surprise, Bruxelles avait déjà validé les hypothèses de croissance de la France. Pour l'année 2013, elle estime même que Paris devrait faire mieux que ce qu'elle avait prévu, avec 0,2% de croissance contre 0,1% affiché par Bercy. La Commission
reconnaît la réalité des efforts structurels que nous conduisons et la conformité de ces efforts avec les engagements que nous avons pris. Et évidemment, je m'en félicite. Seulement l'exécutif européen alerte sur la trop faible marge de manœuvre en cas de dérapage des finances publiques françaises. En cause, la baisse des recettes fiscales depuis le printemps et la difficulté de mesurer l'impact de certaines mesures fiscales, comme la suspension de l'écotaxe ou encore l'extension des compétences de certaines collectivités locales. La Commission européenne rêve aussi d'un programme de réforme ambitieux. Ce que la France lui offre n'est pas suffisant. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Delphine. Alors est-ce que la France a des raisons de se réjouir de ce bon point distribué par Bruxelles? On répondra un peu réponse de Normand, oui et non. Parce qu'en fait, Bruxelles, comme ça vient d'être dit dans notre reportage, approuve le budget 2014 avec des pincettes et même du bout des lèvres. Alors d'abord, c'est pas une surprise parce que déjà mercredi, quand M. Barroso est passé à Paris, il avait dit ça devrait marcher. Donc on savait que l'approbation était de fait acquise. Mais par ailleurs, les pincettes elles-mêmes ne sont pas une surprise parce que mardi, la Commission de Bruxelles, en passant en revue l'ensemble des économies de la zone euro, avait bien précisé que la France ne faisait pas assez de réformes. Notamment, elle était déçue par la réforme des retraites. Elle souligne le manque de compétitivité de la France. Et par ailleurs, elle dit maintenant, vu votre marge de manœuvre, vous ne pouvez plus augmenter les impôts. Il faut absolument que vous alliez plus loin sur la question des dépenses. Mais globalement, elle avait effectivement approuvé déjà en disant oui, vous arriverez à votre taux de déficit pour 2013 comme vous l'avez prévu, c'est 4,1%. Pour 2014, votre perspective de 3,6, c'est à peu près condamné. Mais pour 2015, nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous dites que vous serez sous les 3%. Or, si vous ne faites pas ces réformes, vous ne serez à 3,7%. Donc il y avait déjà un avertissement relativement sérieux. Cela dit, aujourd'hui, c'est quand même pour M. Moscovici et le gouvernement, alors que tout le monde lui tombe dessus en France, tout le monde dit haro sur le baudet. Bon, la Commission ne dit pas bravo au gouvernement, mais passable. Peut mieux faire, passable. Alors ce droit de regard sur les budgets nationaux, c'est une première, comme l'a expliqué Julie Hulin. Ça va se passer comme ça désormais chaque année? Chaque année. Alors ça, c'est effectivement une première et j'attire l'attention pour laquelle c'est quelque chose de nouveau et qui change l'orientation européenne. Jusqu'à présent, les commissaires européens, Bruxelles, avaient un rôle assez technique. Maintenant, elle a un rôle politique, parce que en France, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui vote, que vous êtes dans le membre de la majorité ou dans l'opposition, selon que vous votez pour le budget ou que vous le refusez. Donc la Commission européenne, de fait, elle dit, elle vote, elle est dans la majorité, en quelque sorte. Et c'est très difficile pour elle de jongler sur ces questions de critique, parce que sinon elle a l'air de soutenir l'opposition à un gouvernement démocratiquement élu. Donc elle a maintenant de plus en plus, elle doit manœuvrer entre des écueils politiques extrêmement compliqués et c'est vrai pour tous les pays. Et aujourd'hui, par exemple, elle a fait des annonces très sérieuses sur l'Espagne, sur l'Italie. Non, vous n'y arriverez pas. Elle a quand même approuvé les budgets, mais avec des réserves encore plus sévères que vis-à-vis de la France. Donc ça complique, ça politise de plus en plus la Commission européenne qui sort d'un rôle purement technique qu'on lui connaissait jusqu'à présent. Merci beaucoup Jean-Louis pour cet éclairage. La crise de la presse écrite se poursuit. Les quotidiens nationaux ont vu leurs ventes s'effondrer en 9 mois. Le plus touché, Libération, prévoit des résultats déficitaires de plus d'1 million d'euros cette année. Seul a tiré son épingle du jeu, le journal La Croix. Mounir Soussi s'est rendu à la rédaction de ce titre qui fait figure de survivant. Reportage. Derrière les murs qui abritent La Croix, on semble avoir trouvé une recette pour enrayer la chute des ventes. Aborder l'actualité de manière apaisée. Il y a une clientèle qui aujourd'hui n'est pas très satisfaite de la façon dont marchent les journaux, de la façon dont fonctionnent les journaux, à accumuler des sujets de une. Souvent le fond des journaux est meilleur, mais souvent les sujets de une sont extrêmement volatiles, nerveux, hystériques, etc. Et donc il y a des personnes qui ont envie de lire des modes de traitement plus posés, plus réfléchis. Et là, nous avons un atout. Une stratégie payante, quand tous ses confrères de la presse nationale plongent dans les kiosques, La Croix surnage et gagne même quelques lecteurs. Mais même si le support papier résiste, la direction reste concentrée sur le virage numérique. Nous préférons parler d'articulation papier-web, print-web, davantage que de bascule numérique. Pour nous, les deux médias, les deux supports, le papier et l'univers du digital, sont complémentaires. Et tout le sujet à La Croix est de garder la même qualité, le même contrat de lecture sur deux supports différents, avec des modalités journalistiques différentes, mais de ne pas rabattre la qualité
sur l'un ou l'autre des médias. Dernière carte dans la manche du journal, son nombre d'abonnés qui représente 80% des lecteurs. Un socle de fidèles sur lequel le quotidien pourra toujours s'appuyer si la situation venait à s'assombrir. Et notre invité ce soir, Patrick Evenot, vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des médias. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on assiste à un effondrement, un écroulement inéluctable des ventes de quotidiens nationaux? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un écroulement, mais surtout dans les ventes en kiosque. Il y a déjà un premier problème qu'il faut relativiser, c'est que en 2012, il y a eu l'élection présidentielle. En 2013, il n'y a pas d'élection. Bon, l'actualité est moins chaude et ça attire moins. Bon. Mais le gros problème, ce sont les ventes en kiosque qui s'effondrent parce que les gens s'orientent de plus en plus vers les écrans numériques, que les acheteurs occasionnels qui achètent en kiosque sont de moins en moins fidèles et consultent de plus en plus sur leurs écrans, et les journaux qui n'ont pas un gros portefeuille d'abonnés, comme Libération par exemple, qui n'a que 34 000 abonnés si on fait le total du papier et du numérique, ça leur pose un gros problème parce qu'ils n'arrivent pas à transférer. Ceux qui ont un portefeuille d'abonnés important, je pense au Monde avec 146 000 abonnés, au Figaro 131 000, La Croix dont on a parlé 80 000 ou même Les Échos 72 000, ils peuvent espérer transférer ces abonnés qui sont plus ou moins captifs depuis le papier vers le numérique. Mais ça sera difficile à faire, ce n'est pas simple, mais c'est ceux-là qui peuvent s'en sortir. En revanche, quelques autres sont très clairement menacés et à court terme. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il faut continuer les aides à la presse? On sait que l'État se désengage, mais que le secteur reste sous perfusion. Les aides à la presse sont essentiellement des aides au papier. Et donc, comme le papier est effectivement en train de disparaître progressivement, les plus grosses aides sont les aides au transport postal. S'il n'y a plus d'abonnés par la poste, mais les abonnés numériques, c'est pas la peine d'aider la poste à transporter les journaux. Il y a une série d'aides comme ça qui sont de plus en... Alors, il faut les maintenir un petit peu pour essayer d'améliorer la transition, mais ce n'est pas simple parce qu'il faudrait vraiment structurer l'ensemble de la filière et surtout la faire innover pour que elle fasse face à la demande qui est de plus en plus numérique et qui ne passe plus par des systèmes fermés comme étaient les journaux, mais par les liens hypertextes à travers les réseaux sociaux, les écrans, etc. Et ça pose un véritable problème aux journaux. Ils n'ont plus leurs lecteurs qui soient captifs. Quelle analyse faites-vous, si on prend un peu de recul, de cette baisse des ventes des journaux en kiosque? Est-ce que ça traduit un malaise aussi un peu plus profond, de la défiance vis-à-vis des journalistes de la part de la société? On parle de défiance. Il y a effectivement un vrai problème de défiance. L'Observatoire de la déontologie de l'information a remis un rapport qui parle de l'insécurité de l'information, qui pose un véritable problème parce que effectivement un certain nombre de gens considèrent qu'il n'y a pas assez de rigueur journalistique, mais je crois que c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays démocratiques développés. La chute des ventes se traduit partout. En France, elle a commencé plus tôt parce que peut-être on n'avait pas de journaux populaires, il nous manquait un certain nombre de segments. Ça a commencé plus tôt et puis la presse française est plus chère. Le problème, c'est qu'on ne voit pas quand ça va s'arrêter et l'idée, c'est véritablement d'arriver à transférer la plus grande partie des abonnés vers les tablettes, vers les smartphones, etc. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Achetez-vous un journal tous les jours? Puis on découvre ensemble la réponse. Les internautes ont répondu non à 77%, oui 21% sur 220 votants. Ça ne vous surprend pas ce résultat, j'imagine? Non, ça ne me surprend pas. Moi, j'ai des étudiants qui sont en master. Il n'y a quasiment plus de journaux dans les amphis. Ils ont tous des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, etc. Les journaux disparaissent. Les jeunes ne lisent plus de journaux du tout. Alors, il y a encore un public plus âgé, les baby-boomers et puis même les seniors, mais de plus en plus, ceux-là aussi se mettent au numérique. Donc, effectivement... Donc l'avenir, c'est miser sur le contenu des tablettes numériques, des éditions électroniques? Oui, c'est miser sur le contenu. Et pour l'instant, il faut garder les deux. C'est-à-dire que le papier garde encore un fort pouvoir attractif pour un certain nombre de gens. Il a une audience importante et puis il génère de la publicité. Donc, il ne faut pas l'arrêter tout de suite parce que sinon, on fait mourir les journaux. Ou bien, comme François ou La Tribune, qui sont... Enfin, La Tribune existe encore, mais en très mauvais état. Et donc, il faut garder les deux. Il y a une phase de transition. Et puis, évidemment, passer le plus rapidement, faire passer les lecteurs sur les tablettes. Merci beaucoup, Patrick Evenot, d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end et à lundi.